Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. Et notre affaire du jour va nous démontrer une fois de plus que parfois les gens ayant l'apparence la plus douce et en qui on donnerait toute notre confiance peuvent être les plus dangereux. Je suis ravie de vous présenter notre sponsor d'aujourd'hui qui n'est autre que HelloFresh. HelloFresh qui est votre meilleur ami dans la création de petits plats faciles à réaliser et savoureux. Vous n'avez qu'à choisir directement sur le site de HelloFresh vos recettes préférées et les ingrédients frais nécessaires à la réalisation de ces dernières vous sont ensuite livrés directement à votre porte, accompagnés de recettes simples à réaliser et très faciles à suivre. Rien de plus simple. HelloFresh est parfait pour les personnes comme moi qui n'ont pas la moindre innovation et pas la moindre imagination en cuisine et qui sont littéralement capables de manger la même chose 8 jours de suite. Car grâce à HelloFresh, vous allez finalement essayer de nouveaux ingrédients et de nouvelles saveurs auxquelles vous n'avez peut-être jamais pensé avant. Et vous gagnez en plus de cela du temps derrière les fourneaux en évitant d'avoir à vous rendre à l'épicerie. Et sachez qu'il est extrêmement facile de planifier vos repas à l'avance avec HelloFresh. Vous pouvez prévoir vos repas jusqu'à 1 mois d'avance et modifier à votre convenance l'adresse de livraison ou encore le jour de la livraison si jamais vous n'êtes pas disponible à la date prévue. Aucun engagement ni aucun nombre de repas minimum n'est requis. Vous pouvez commander ce que vous souhaitez lorsque vous le souhaitez. C'est aujourd'hui à votre tour de découvrir HelloFresh et ce en suivant le lien que vous allez trouver dans la description, grâce auquel vous allez obtenir jusqu'à 20 repas gratuits ainsi que la livraison offerte sur votre première boîte. Cette offre s'étend sur la commande de 6 boîtes et varie en fonction du forfait que vous allez ensuite choisir. Ne passez pas à côté d'une offre telle que celle-ci. Un immense merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant place à notre affaire du jour. Je vais dès à présent vous laisser vous installer bien confortablement car on va commencer. Margie Velma Bullard, qui se fait tout simplement appeler Velma, voit le jour le 29 octobre de l'année 1932 dans l'État de la Caroline du Sud aux États-Unis. Elle est élevée par ses parents Lillian et Murphy Bullard qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui vivent donc une vie plutôt simple et assez pauvre. Chez eux, ils n'ont pas d'électricité, donc pas de chauffage, pas d'eau courante, et vivent dans une petite maison rustique et clairement très mal entretenue, mais c'est tout ce qu'ils pouvaient s'offrir. Murphy, le père de famille, travaille dans la production de tabac, tandis que sa femme Lillian est mère au foyer. Et elle a clairement de quoi occuper ses journées, car Velma n'est pas enfant unique, mais elle est la deuxième née d'une grande famille de 9 enfants. Et autant dire qu'avec 9 enfants sur les bras, Lillian n'a pas le temps de s'ennuyer. La vie au domicile des Bullard n'est pas toute rose, car en plus de leurs problèmes d'argent, Murphy, le père de famille, est une personne extrêmement violente. Il s'en prend constamment à ses enfants et à sa femme, en les battant régulièrement dès que quelque chose ne lui plaît pas ou ne va pas dans son sens. Lillian a malheureusement appris à recevoir les coups sans se plaindre, et laisse même son mari battre ses enfants sans même les défendre. Ce que Velma va avoir énormément de mal à accepter. Et avec le temps, elle va même commencer à en vouloir encore plus à sa mère de ne pas prendre la défense de ses enfants, plutôt qu'en son père qui est le véritable responsable de cette situation. Velma n'a donc pas une très bonne relation avec ses parents, et d'ailleurs même en grandissant, elle va rester plutôt distante envers eux. Et étant l'une des aînées, ses parents l'obligent à accomplir de nombreuses tâches ménagères pour les aider tous les jours. C'est ainsi que chaque matin, elle se lève, fait le ménage, fait le repassage, fait la vaisselle et marche très régulièrement aussi jusqu'à la source d'eau la plus proche pour nettoyer les vêtements de toute sa famille. Et je vous rappelle qu'ils vivent à 11 sous le même toit, donc ça fait beaucoup de vêtements. À l'arrivée dans la préadolescence, Velma commence à remarquer les différences entre les autres enfants de sa classe et elle. Les enfants de son âge sont tout propres et bien habillés, tandis que Velma, elle, portait tous les jours les mêmes vêtements et n'avait même pas la chance de pouvoir se doucher tous les jours. Et si elle remarque cela, c'est à cause des enfants de sa classe qui ne manquent pas une occasion de lui faire remarquer sa différence. Velma, qui se fait déjà battre à la maison par son père, devient la cible de harcèlement à l'école. Et autant dire que cela ne va vraiment pas aider à son développement.
À cause de cela, elle se met à sécher l'école de plus en plus régulièrement et va même un jour voler de l'argent à l'un de ses voisins dans l'espoir de pouvoir s'acheter des vêtements propres. Pas de chance pour elle, son père va finir par découvrir cela et la battre extrêmement violemment. Et après cela, Velma s'est tenue à carreau jusqu'à la fin de son adolescence. Lors de son arrivée au lycée, elle est acceptée dans l'équipe de basketball de son établissement, ce qui va la remplir de joie, car Velma n'a jamais réellement eu d'amis ou encore le sentiment de faire partie de quelque chose. C'est littéralement un rêve qui se réalise pour elle et en plus de cela, elle adore ce sport. Malheureusement cependant, ses parents vont catégoriquement refuser qu'elle se joigne à cette équipe, car d'après eux, elle a bien trop de corvées ménagères qui l'attendent à la maison pour avoir le temps de participer à des activités extrascolaires. Et Velma va avoir énormément de mal à accepter cela. Mais elle va finalement réussir à passer à autre chose lorsqu'elle tombe amoureuse pour la première fois d'un jeune garçon de 1 an son aîné du nom de Thomas Burke. Et alors qu'elle n'est âgée que de 17 ans, Thomas et elle se marient le 1er décembre de l'année 1949. Ce mariage va être l'échappatoire parfaite pour Velma, qui ne supporte plus de vivre cette vie misérable aux côtés de son père qui la bat et à l'intérieur de cette maison qui est en train de tomber en ruine. Velma et Thomas arrêtent alors leurs études pour se trouver du travail. La jeune femme se trouve un emploi en tant que pharmacienne, tandis que son mari se met à travailler en tant que livreur. 2 ans plus tard, le couple accueille leur premier enfant, un petit garçon qu'ils vont appeler Ronald, suivi à nouveau 2 ans après de l'arrivée de leur fille, qu'ils vont nommer Kim. Lorsque leur famille s'est agrandie, Velma et son mari ont acheté une très jolie maison dans la ville de Parkton, en Caroline du Nord. Et s'il y a bien une chose qui est sûre pour Velma, c'est qu'elle ne compte aucunement reproduire le même schéma que ses parents. Il est hors de question pour elle que ses enfants aient une enfance aussi misérable que la sienne. Elle se montre douce, attentive et surtout présente dans la vie de ses enfants, aussi bien à la maison qu'à l'école d'ailleurs, car elle participe sans arrêt à toutes leurs sorties extrascolaires et se porte à chaque fois volontaire pour venir en aide à l'école, dans le but de pouvoir passer plus de temps encore aux côtés de ses enfants. Elle adore son rôle de mère et elle n'est vraiment pas loin d'être la mère parfaite. Mais durant l'année 1963, alors que Velma est âgée de 31 ans, elle se voit obligée de subir une hystérectomie, une opération plutôt lourde qui va avoir un très gros impact sur la jeune femme. Mentalement déjà, elle va avoir énormément de mal à accepter les changements que cette opération occasionne sur son corps. Mais pire encore, elle va développer une terrible douleur dans le bas du dos et va tomber dans une dépression très sévère. Le médecin lui prescrit des antidouleurs qui vont faire effet au début, mais qui bien rapidement ne seront plus suffisants. La dose de ces médicaments va alors être augmentée, ce qui va aider au niveau de ses problèmes de dos, mais ce qui va causer bien d'autres problèmes à côté, peut-être même encore plus gros que la douleur. Velma tombe dans une addiction terrible à ces médicaments. Elle n'est plus capable de s'en passer et en abuse même clairement. Et cette même année, son mari va lui aussi commencer à abuser d'une substance, pas des médicaments, mais de l'alcool. Il boit énormément et surtout beaucoup trop d'après Velma qui ne supporte plus de le voir sous l'influence de l'alcool du matin au soir. Mais son addiction va rapidement tourner en sa défaveur, car je vous rappelle que Thomas est livreur. Et un jour, alors qu'il était en train de conduire son véhicule complètement sous l'influence de l'alcool, il va avoir un terrible accident et se retrouver à l'hôpital. Heureusement, il s'en sort indemne et rentre très rapidement à la maison. Mais Velma de son côté n'est pas prête à lui faire oublier cet incident. La relation entre le couple ne fait que se détériorer et ils passent leur temps à se disputer. À cause de cela, Thomas tombe à son tour dans une terrible dépression et bien vite, les cris et les disputes remplacent les éclats de rire dans leur foyer. Quelques mois plus tard seulement, Thomas est arrêté par la police alors qu'il est en train de conduire son véhicule de fonction à nouveau en état d'ivresse. À cause de cela, il va perdre son permis et son emploi en même temps. Velma, qui continue d'abuser des médicaments, ne va pas se gêner pour faire comprendre à son mari ce qu'elle pense de toute cette situation. Et Thomas, de son côté, va se mettre à boire davantage pour tenter d'oublier la descente aux enfers qu'il est en train de vivre. Quelques semaines plus tard, alors que Thomas tente de reprendre le volant alors qu'il n'a, je vous le rappelle, pas de permis et qu'il est une fois de plus en état d'ivresse, Velma, qui n'a aucun moyen de le retenir, contacte la police et le dénonce. Lorsque les policiers l'appréhendent, ils l'envoient directement en cure de désintoxication. Et à son retour, comme vous pouvez l'imaginer, il a une haine toute particulière envers Velma de l'avoir dénoncée de la sorte, ce qui va créer encore plus de tension au sein du couple.
Leurs 2 enfants se retrouvent donc à vivre sous le même toit que des parents anxieux, dépressifs et sous l'influence de drogue et d'alcool. Il y a clairement mieux comme enfance. L'état dépressif de Velma ne va faire que s'empirer avec le temps, au point qu'elle va même finir par arrêter complètement de s'alimenter et terminer à l'hôpital. Sur place, les médecins lui prescrivent des médicaments encore plus forts que ceux qu'elle prenait déjà, nourrissant ainsi son addiction sans même le savoir. Velma commence donc ce nouveau traitement en plus de celui qu'elle prenait déjà avant, mais très rapidement, ces doses déjà plutôt bien élevées ne vont plus lui suffire. Elle décide alors de consulter différents médecins auxquels elle mentionne son anxiété et sa dépression, mais elle s'assure bien à chaque fois de ne pas préciser qu'elle est déjà sous traitement et qu'elle prend déjà des médicaments pour cela. Elle ressortait donc de chaque rendez-vous avec des nouvelles prescriptions d'antidépresseurs sous toute forme de dosage différents et prenait tous ces médicaments en même temps. Velma se retrouve alors littéralement léthargique. Elle passe ses journées entières à moitié évanouie dans son lit, entourée de plein de petites bouteilles remplies de pilules en tout genre. Les choses vont continuer ainsi durant plusieurs mois, et ce jusqu'à la date du 21 avril 1969. Comme à leur habitude, Velma et Thomas se retrouvent au milieu d'une terrible dispute. Ce jour-là, Velma décide que trop c'est trop. Elle ne peut plus supporter Thomas. Elle fait alors sa valise ainsi que celle de ses enfants qu'elle emmène avec elle à l'intérieur de son véhicule et prend la route. À ce moment-là, Velma considère très fortement mettre un terme officiellement à sa relation avec Thomas. Mais elle repense à l'enfance très compliquée qu'elle a eue et ne veut pas que ses enfants vivent avec des parents divorcés et qu'avec du recul, ils aient le même ressenti sur leur enfance que Velma en avait sur la sienne. Et après quelques heures à rouler au travers de la ville sans but, elle décide de faire demi-tour et de rentrer chez elle. Mais lorsqu'elle arrive sur place, elle est horrifiée de découvrir sa magnifique maison en train de brûler sous les flammes. Les pompiers se trouvent sur place et à son arrivée, ils annoncent immédiatement à Velma qu'ils ont malheureusement trouvé le corps sans vie d'un homme de 39 ans à l'intérieur du domicile. Il s'agissait bien évidemment là de Thomas. Velma se dit que Thomas avait très probablement, comme à son habitude, abusé de l'alcool et que lorsque le feu a pris, il n'était probablement pas assez lucide pour comprendre ce qui était en train de se passer et prendre la fuite. La conclusion est donc que Thomas s'est endormi sur le sol et a péri au milieu des flammes. Thomas ne se trouvait pas seul à ce moment-là car à l'intérieur de la maison se trouvait aussi le chien et le chat de la famille qui vont eux aussi périr dans l'incendie. Les pompiers vont tout de même mener une petite enquête pour essayer de comprendre d'où peut bien provenir ce feu et ils vont en venir à la conclusion que Thomas s'est probablement allumé une cigarette ou a tenté d'allumer une bougie et a inconsciemment mis le feu à la pièce. Car le feu s'est déclenché dans la pièce exacte où Thomas se trouvait, et c'est d'ailleurs la seule pièce de toute la maison qui a été complètement brûlée. L'affaire est finalement classée, il s'agit là d'un accident et tout le monde passe à autre chose. Y compris Velma d'ailleurs, qui va rester vivre dans cette même maison où son mari a perdu la vie. Si ça ne tenait qu'à elle, bien évidemment, elle aurait acheté une nouvelle propriété, mais à ce moment-là de sa vie, elle n'en avait malheureusement pas les moyens. Elle va cependant souscrire cette fois-ci à une assurance habitation dans le doute où ce genre d'accident arriverait de nouveau. Ce qui va être une brillante initiative car sachez que quelques mois seulement, étrangement, la maison va de nouveau prendre feu. Il n'y a absolument aucune explication sur l'origine de ce feu, mais malheureusement cette fois-ci, la maison va être presque entièrement détruite et Velma et ses enfants ne vont avoir d'autre choix que de déménager. Velma tente de tourner la page de sa relation chaotique avec le défunt père de ses enfants et moins d'un an après la mort de Thomas, elle se met à fréquenter un homme veuf du nom de Jennings Barfield. Jennings avait perdu sa femme pratiquement au moment exact où Velma perdait son époux, ce qui va bien évidemment immédiatement les rapprocher. Jennings a 16 ans de plus que Velma et malgré son très jeune âge, il se trouve déjà à la retraite, car quelques années plus tôt, il avait été diagnostiqué comme souffrant de diabète, de problèmes de cœur et de problèmes pulmonaires. Autant dire qu'il n'avait pas une très bonne santé. Et c'est en août de l'année 1970, soit un petit peu plus d'un an après la mort de Thomas, que Jennings et Velma officialisent leur relation en se mariant. Velma et ses enfants emménagent alors au sein du domicile de Jennings et très rapidement, des tensions s'immiscent au sein du couple qui ne cesse de se disputer. Et l'objet principal de leur dispute se trouve être l'addiction aux médicaments de Velma, qui est toujours aussi présente que par le passé. Velma ne supporte pas qu'on lui dise quoi faire, et Jennings de son côté ne supporte pas de voir sa femme totalement droguée du matin au soir.
Mais les disputes vont cependant être de très courte durée, car le 21 mars de l'année 1971, soit 7 mois après leur mariage, Jennings perd soudainement la vie des suites de ses problèmes de cœur. Velma se retrouve donc veuve pour la deuxième fois en 2 ans. Alors que son fils, Ronald, qui est à ce moment-là âgé de 19 ans, rejoint l'armée, Velma de son côté se met à chercher du travail. Elle est engagée dans un magasin en tant que vendeuse, mais dû à son tempérament de feu, elle va rapidement être licenciée. Et pratiquement au même moment, elle apprend une triste nouvelle, car son père vient de perdre la vie. Et attendez, car ça n'est pas tout. Dans la foulée, un 3e incendie se déclare au sein du domicile qu'elle partage avec sa fille Kim. Et cette fois-ci, Velma perd absolument tous ses biens personnels. Elle n'a d'autre choix que d'aller temporairement s'installer aux côtés de sa mère, le temps de pouvoir mettre de l'argent de côté et s'acheter un nouveau logement. Je ne sais pas si quelqu'un a jeté le mauvais œil à Velma, mais clairement, elle a la pire chance possible. Et préparez-vous car ça n'est pas fini. Velma s'installe donc chez sa mère et comme pratiquement avec toutes les personnes aux côtés desquelles elle a vécu par le passé, elle se met à se disputer sans arrêt avec cette dernière. Liliane ne reconnaît plus sa fille et ne supporte pas de la voir accro aux médicaments de la sorte. Et dans la foulée, Velma, qui continue d'aller de médecin en médecin pour avoir le plus d'ordonnances possible, finit par se faire prendre et se faire arrêter par la police. Elle doit alors payer une amende et se retrouve avec une tache noire dans son casier judiciaire. Mais ça n'est pas terminé, car durant l'année 1974, Liliane, la mère de Velma, tombe terriblement malade. Elle passe tout son temps allongée dans son lit, à se plaindre de crampes terribles à l'estomac et à vomir. Mais heureusement, elle va finir par se remettre de cette maladie étrange, et dans la foulée va recevoir une lettre qui va l'intriguer énormément. Elle demande alors de l'aide à 2 de ses enfants, incluant Velma, concernant cette fameuse lettre étrange qui lui est personnellement adressée. La lettre provenait d'une compagnie automobile qui lui demandait de bien vouloir payer pour l'assurance de sa voiture, sans quoi cette dernière lui serait retirée. Sauf que Liliane n'avait pas de voiture et n'avait même jamais eu de voiture. Cependant, la lettre lui était directement adressée et toutes ses coordonnées personnelles étaient inscrites dessus. Elle est donc extrêmement confuse, mais Velma va rapidement essayer de la calmer en lui expliquant que la compagnie s'est probablement trompée, qu'ils ont fait une erreur et que cette lettre ne lui est pas adressée à elle, mais à un autre de leurs clients. Mais la vérité cependant, c'est que cette voiture, elle existait bel et bien, et elle était effectivement enregistrée au nom de Liliane. Sauf que Liliane n'en avait pas la moindre idée, car c'est Velma qui s'est offert une voiture sur le dos de sa mère. Elle a utilisé les informations de sa mère car avec son casier judiciaire et avec le peu d'argent sur son compte en banque, on ne lui aurait jamais fait confiance lors de l'achat du véhicule. Sa mère cependant avait une excellente réputation et même si elle n'avait pas non plus beaucoup d'argent sur son compte en banque, c'était toujours plus que ce que Velma possédait à ce moment-là. Liliane ne va malheureusement pas avoir le temps de se soucier plus longtemps de cette fameuse voiture, car quelques jours après cette remise de sa terrible maladie, elle retombe soudainement malade, ayant les mêmes symptômes que la première fois, mais plus intensément encore, et finit par perdre la vie des suites de cette étrange maladie. Après la mort de sa mère, Velma s'installe au domicile de sa fille et de son beau-fils, car à ce moment-là, sa fille vit en couple. Et environ 1 an plus tard, elle se fait de nouveau arrêter après avoir émis de faux chèques dans le but de pouvoir se procurer sa dose régulière de médicaments et donc de continuer d'alimenter son addiction. Mais alors que Velma est sur le point de passer devant le juge pour ses infractions, elle fait une overdose et se retrouve d'urgence envoyée à l'hôpital. Une fois son état stable, elle est directement envoyée de l'hôpital jusqu'à la prison où elle est supposée passer un total de 6 mois, mais va finalement être libérée après seulement 3 mois. À sa sortie de prison, elle est décidée. Il est temps pour elle de se remettre sur le droit chemin et de commencer cela en trouvant un emploi. C'est alors qu'elle décroche un job aux côtés de 2 personnes retraitées du nom de Montgomery et Dolly Edwards. Montgomery a 94 ans et sa femme Dolly en a 84. Montgomery est malheureusement dans un état terrible. Il souffre de diabète et s'est vu amputé de ses 2 jambes. Il est aussi pratiquement totalement aveugle et ne peut rien faire par lui-même. Sa femme Dolly tente aussi bien que possible de l'accompagner et de l'assister, mais du haut de ses 84 ans, il y a de nombreuses choses qu'elle n'est pas capable de faire par elle-même et a donc besoin d'une aide à domicile. Et Velma semble plutôt apprécier la présence de ce couple et passer de bons moments à leur côté. Sauf que je vous rappelle qu'on parle là de Velma, et Velma semble attirer les malheurs.
Après seulement quelques mois aux côtés du couple, Montgomery tombe gravement malade et finit par perdre la vie au mois de janvier de l'année 1977. Et quelques semaines plus tard, c'est sa femme Dolly qui se met à ressentir les mêmes symptômes étranges que son défunt mari, et qui à son tour s'éteint le 1er mars de la même année. Velma se retrouve de nouveau sans emploi, mais cette rencontre avec le couple lui aura tout de même apporté quelque chose, une nouvelle fréquentation. Velma, qui est à ce moment-là âgée de 45 ans, a rencontré par l'intermédiaire de Dolly un homme du nom de Roland Stewart Taylor, âgé lui de 56 ans, avec qui elle se met très rapidement en couple. Elle déménage alors de chez sa fille pour aller s'installer aux côtés de son nouveau compagnon. Mais il est hors de question pour Velma de rester à se tourner les pouces. Il lui faut trouver un nouvel emploi. Et alors qu'elle parcourt les petites annonces, elle découvre qu'une femme retraitée ayant la jambe dans le plâtre recherche une personne capable de venir l'assister plusieurs fois par semaine. Velma est ravie et saute sur l'occasion. Et c'est ainsi qu'elle commence à travailler pour Record Lee et fait par la même occasion la connaissance de son mari John Henry. Au début, les choses se passent plutôt bien, mais je pense qu'à ce niveau de l'affaire, vous devinez ce qui va se passer ensuite. Et oui, seulement quelques semaines après l'arrivée de Velma au sein de leur domicile, c'est John Henry qui commence à avoir des symptômes étranges, ressemblant à des symptômes grippaux, qui ne vont faire que s'intensifier avec le temps. Et quelques semaines seulement après l'apparition de ces symptômes, John Henry perd la vie. Après la mort de John Henry, Velma décide que trop c'est trop et qu'elle va arrêter maintenant de travailler aux côtés de personnes âgées. Elle quitte donc son emploi et quelques jours après sa démission, son petit ami Stuart et elle se retrouvent en plein milieu d'une terrible dispute après que ce dernier ait réalisé qu'une partie de ses chèques avait complètement disparu de son carnet de chèques. Il demande donc à Velma si elle est au courant de quelque chose et si c'est elle qui lui a volé ses chèques, ce que sa petite amie nie complètement. Sauf que pour Stuart, il n'y a pas le moindre doute. La seule personne qui a accès à ses affaires personnelles et donc à ses chèques se trouve être Velma. Il commence alors à avoir de plus en plus de doutes concernant sa relation avec Velma et se dit qu'il s'est peut-être emballé un petit peu trop vite en la laissant venir s'installer à ses côtés. D'autant plus que quelques jours plus tôt, il tombait sur des lettres adressées à Velma qu'elle avait reçues lorsqu'elle était en prison. Stuart n'avait pas la moindre idée que sa petite amie avait fait de la prison. Ça commence à faire beaucoup pour lui, et il discute avec Velma d'une possible séparation ou en tout cas de peut-être faire une pause dans leur couple. Mais ils ne vont pas vraiment avoir le temps de mettre cette idée à exécution, car quelques jours seulement après cette discussion plutôt tendue, Stuart tombait soudainement malade et souffrait de nausées et de crampes terribles. Et comme depuis le début de notre affaire, il va à son tour voir ses symptômes s'aggraver avec le temps, et ce jusqu'à la date du 3 février 1978 où il est envoyé d'urgence à l'hôpital. Et il ne va pas rester sur place très longtemps car il va perdre la vie seulement quelques heures après son arrivée. Mais pour la toute première fois depuis le début de notre affaire, sa mort va soulever l'intérêt des médecins qui ne comprennent pas ce qui a pu conduire à cela. Car jusque-là, toutes les personnes qui avaient perdu la vie autour de Velma étaient soit très âgées, soit très malades, soit alcooliques. Mais en ce qui concerne Stewart par contre, il était en pleine santé et était même encore plutôt jeune. L'hôpital décide alors de faire une autopsie du corps et le médecin légiste va être très surpris de découvrir que la mort de Stewart n'est aucunement accidentelle, mais qu'il a été empoisonné avec de l'arsenic. Une dose terriblement mortelle de cet élément chimique se trouvait à l'intérieur de son corps. La police se rend immédiatement au domicile de Velma, ou plutôt au domicile de Stuart que Velma squattait à ce moment-là, pour la questionner. Elle est alors emmenée à la station de police où son interrogatoire va durer plus de 3 heures. Et sous la pression des policiers ainsi que la présence de son fils qui s'est porté volontaire pour l'accompagner, Velma finit par craquer et fondre en larmes. Elle avoue avoir effectivement empoisonné Stuart, mais elle assure ne jamais avoir eu pour but de le tuer. Elle souhaitait juste se venger de la façon dont il lui avait parlé en le rendant malade, mais elle avait apparemment jamais imaginé qu'il puisse mourir. Suite à sa confession, Velma est placée derrière les barreaux dans l'attente de son procès, mais elle va avoir bien du mal à s'adapter à la vie de prisonnière. D'autant plus que depuis sa cellule, elle n'a pas accès à ses médicaments. Elle tombe donc dans une terrible dépression et sombre de plus en plus.
au point même qu'elle va finir par vouloir s'enlever la vie, et va d'ailleurs tenter de le faire à plusieurs reprises, mais chacune de ses tentatives ont échoué. Elle est alors envoyée dans un hôpital psychiatrique pour passer toutes sortes de tests dans le but de vérifier si elle est mentalement apte à se présenter à son procès. Velma va rester à l'hôpital pour un total de 5 semaines et à sa sortie est diagnostiquée comme souffrant d'anxiété et de dépression. Mais en dehors de cela, d'après les médecins, elle est dans la capacité totale de faire face au juge. De retour en prison, Velma rejoint un programme religieux au sein de l'établissement où elle se trouve et se met alors à étudier la Bible et y trouve un très grand intérêt. Et après quelques semaines, elle affirme avoir eu une révélation et surtout se sentir plus proche de Dieu et être prête à se repentir. Et c'est le 23 novembre 1978 que débute le procès de Velma Bullard pour le meurtre de Stuart Taylor. Et soudainement, Velma se sent prête à dire la vérité. Toute la vérité. Alors que personne ne soupçonne quoi que ce soit, elle déclare d'elle-même ne pas avoir simplement tué Stuart Taylor, mais avoir bel et bien aussi mis fin au jour de sa propre mère, Lillian Bullard, et des retraités Dolly Edwards et John Henry Lee. Elle admet donc 3 meurtres supplémentaires. Tout le monde reste complètement bouche bée car personne ne s'attendait à ce que Velma soit une tueuse en série. Elle admet que la motivation derrière ses actes était de se protéger, car Velma volait très régulièrement de l'argent autour d'elle, parfois en utilisant les chèques de ses victimes, d'autres en allant directement voler dans leur portefeuille. Et lorsqu'elle était sur le point de se faire prendre, comme ça avait été le cas avec Stuart, elle empoisonnait ses victimes en glissant une très forte dose d'arsenic à l'intérieur de leur verre. Une semaine après l'audience, Velma est finalement reconnue coupable, mais uniquement du meurtre de Stuart, vu que son procès était pour ce délit et non pas pour les autres. Mais elle va tout de même recevoir la peine de mort pour son acte. La date de son exécution était en premier lieu prévue pour le 3 février 1979, mais Velma va tenter de faire appel dans le but de pouvoir repousser un petit peu cette date, ce qui va fonctionner. Elle va faire cela à plusieurs reprises et va être capable de décaler la date, et ce jusqu'au 2 novembre de l'année 1984, lorsque Velma Bullard, qui est à ce moment-là âgée de 52 ans, est exécutée par injection létale. Avant sa mort, Velma s'est assurée d'écrire une lettre aux membres des familles de chacune de ses victimes pour s'excuser de ses actes et pour leur demander de bien vouloir la pardonner. Ce que la plupart des personnes qui vont recevoir ces lettres vont catégoriquement refuser de faire. Velma est enterrée dans un petit cimetière rural de Caroline du Nord, aux côtés de son premier mari, Thomas Burke. Et même si Velma ne va admettre que 4 meurtres, beaucoup de personnes pensent qu'elle est responsable de bien plus de morts que cela, ce qui tient la route d'après moi. Juste durant sa courte carrière dans l'aide aux personnes âgées, 3 personnes sont décédées dans les mêmes circonstances après avoir ressenti les mêmes symptômes. D'après moi, elle est responsable de plus que 4 meurtres, mais cela reste mon avis et ça n'a jamais été prouvé d'ailleurs. Au moins, elle a payé pour les 4 crimes qu'elle a admis. Et c'est ainsi que se conclut notre affaire du jour, et j'ai hâte comme toujours de connaître vos réactions dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager votre opinion si vous aussi vous pensez que Velma a tué plus que 4 personnes ou non. Merci comme toujours d'avoir été présent aujourd'hui, et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime sur la vidéo si vous l'avez appréciée, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé des futures publications de mes vidéos. Merci encore à HelloFresh d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour, et n'oubliez pas de vous rendre dans le lien en description pour pouvoir bénéficier aujourd'hui d'une offre allant jusqu'à 20 repas gratuits, ainsi que l'expédition gratuite sur votre première boîte. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!